Bonjour, bienvenue dans cette conférence en ligne organisée par Envirobat Grand Est, Arcade LQE. Quels sont les labels et certifications du secteur du bâtiment et de l'aménagement durable? Aujourd'hui, nous allons répondre à cette question en vous proposant différents focus grâce à l'intervention du CERCAL sur le cadre de référence du bâtiment durable HQE et les labels énergétiques et environnementaux. Vous aurez, à la fin de cette conférence, un temps de questions-réponses via le chat en ligne. Mais avant toute chose, quelques mots sur Envirobat Grand Est Arcade LQE pour ceux qui ne connaissent pas notre structure. Nous sommes une association basée à Nancy, siège social, et à Saint-Dizier, qui fait partie du réseau Envirobat Grand Est, financé et soutenu par le programme Climaction de la région Grand Est et de l'ADEME et la FFB Grand Est. Envirobat Grand Est appartient au réseau national Bâtiment durable. Concernant justement le bâtiment durable, il est urgent d'agir pour s'adapter au changement climatique et aux nouveaux enjeux pour la préservation de notre planète. Par exemple, la préservation des ressources, la biodiversité, la qualité de vie ou la préservation des risques naturels. Ainsi, les objectifs et actions d'Envirobat Grand Est sont de promouvoir le bâtiment et l'aménagement durable auprès des professionnels du bâtiment. Un bâtiment durable se définit par un impact environnemental minimisé depuis la conception, réhabilitation du bâtiment jusqu'à son utilisation et sa démolition, une qualité de vie pour l'utilisateur, une bonne prise en compte de l'économie du projet. Cette notion s'applique également à l'urbanisme et à l'aménagement. Un quartier durable ou écoquartier respecte les 3 piliers du développement durable. Un impact environnemental minimisé, un développement économique local, une mixité sociale, des lieux de vie collectifs et une valorisation des habitants. Envirobat Grand Est publie régulièrement des fiches thématiques. La fiche référentielle, certification et label vient d'être mise à jour et republiée sur notre site internet envirobatgrandest.fr. Sachez qu'en fonction de l'actualité, cette fiche sera régulièrement mise à jour et qu'il est possible que la liste qui y est proposée ne soit pas exhaustive. N'hésitez pas à porter à notre connaissance d'autres informations à y ajouter. Sur cette slide, vous pourrez lire les différents points qui seront traités par la fiche et aussi tous abordés lors de cette conférence. Commençons tout de suite par les référentiels bâtiments et aménagement durable. Il existe plusieurs référentiels pour aider les maîtres d'ouvrage et les autres acteurs de la construction à intégrer le développement durable dans leurs projets et à acquérir un vocabulaire commun. Les plus connus en France sont ceux construits sur la base du cadre de référence bâtiment durable HQE, haute qualité environnementale pour les bâtiments. C'est sur celui-ci que sera fait un focus par le CERCAL après mon intervention. On cite aussi la démarche HQE, aménagement, et l'AEU, approche environnementale de l'urbanisme, pour les aménagements urbains. Il existe aussi des référentiels comme les démarches BDM et QDM, bâtiments et quartiers durables méditerranéens, démarches qui sont étendues à plusieurs régions. Seules les certifications HQE traitent de l'ensemble du cadre de référence bâtiment durable HQE. Ces certifications peuvent être territorialisées afin de prendre en compte les enjeux locaux. Au niveau des collectivités territoriales, certains outils de planification peuvent également favoriser la qualité environnementale du cadre bâti. Des contrats d'objectifs, Agenda 21, plan climat territorial, des documents d'urbanisme ou de planification avec l'intégration de critères de qualité environnementale ou suppression de restrictions anti-environnementales dans les plans locaux d'urbanisme et les SCOT, schéma de cohérence territoriale. Et pour finir, des chartes environnementales pour la réalisation de zones à urbaniser, zones d'activité, lotissements, etc. Les certifications et les labels, quant à eux, contribuent à la valorisation de vos constructions durables. Ce sont des outils concrets pour améliorer collectivement les projets. Comme vous allez le voir, des certifications existent par type d'opération, habitat, logement, tertiaire, tout bâtiment, aménagement et par bâtiment neuf, rénovation ou en exploitation.
Tout d'abord, concernant l'habitat, une application concrète sera proposée dans la suite de cette conférence, en illustration par le CERCAL avec la certification NF Habitat HQE, ses profils et labels. Concernant les logements individuels ou collectifs, on retrouve plusieurs types de labels. Le label BBCA bâtiment bas carbone, dont nous reparlerons ensuite, le label Promotelec Habitat Neuf ou le label Promotelec Rénovation Responsable, qui peuvent être délivrés par Promotelec et CERCAL Qualitel Certification. Le label Promotelec Habitat Neuf permet à tous les maîtres d'ouvrage de valoriser et certifier une construction de qualité au-delà des minimums réglementaires, tout en laissant le choix des leviers, de la basse consommation, mais aussi de valoriser des engagements responsables au travers de 2 mentions facultatives et complémentaires. Mention habitat respectueux de l'environnement pour préparer la nécessaire prise en compte du volet environnemental dans la construction. Mention habitat adapté à chacun pour intégrer l'enjeu du vieillissement de la population. Le label Promotelec Rénovation Responsable assure performance énergétique environnementale, mais aussi qualité des matériaux et équipements installés. Que ce soit en neuf ou en rénovation, le certificateur prestataire délivre aussi un label Bâtiment Énergie Environnement, label de performance environnementale globale. Ces objectifs sont d'assurer une faible empreinte écologique du bâtiment ainsi que le confort et la santé de l'occupant. En construction tertiaire, Certivia délivre une série de labels NFHQE ou HQE en neuf, rénovation et exploitation. On retrouve aussi le label Bâtiment Énergie Environnement certifié par prestataire en neuf ou en rénovation. Pour tout bâtiment, en neuf, on peut se tourner vers le label Bâtiment biosourcé. Il existe aussi le label Bâtiment bas carbone en neuf et rénovation. Vous noterez que plusieurs certificateurs les délivrent. Enfin, le label biodiversité est le premier label international pour la prise en compte de la biodiversité et il peut concerner le bâtiment ou l'aménagement. Justement, concernant l'aménagement, en neuf ou en rénovation, on peut compter sur les labels HQE Aménagement, outils de management de projet destinés aux collectivités et aménageurs, et HQE Infrastructure, outils pour vos projets d'infrastructure favorisant la mobilité durable. Il permet d'avoir une maîtrise globale du développement durable des projets, de limiter leur impact sur l'environnement, d'améliorer le cadre de vie des habitants et de répondre aux enjeux de développement économique des territoires. Le label Écoquartier, délivré par l'Adréal, permet de reconnaître les projets remarquables d'aménagement durable. Il vise à favoriser l'émergence d'une nouvelle façon de concevoir, de construire et de gérer la ville durablement, en intégrant tous les enjeux et principes de la ville et des territoires durables. Enfin, on retrouve le label biodiversité que nous avons cité précédemment. Concernant maintenant les labels énergétiques ou environnementaux, voici un focus sur les labels dédiés aux bâtiments passifs. En effet, la certification a évolué afin d'intégrer l'utilisation des énergies renouvelables et de saluer la performance énergétique des bâtiments qui se sont lancés le défi ambitieux du passif. Le label Bâtiment passif de Passive House, la maison passive, se décline en 4 niveaux de performance. La catégorie Bâtiment passif classique, dont les 4 critères sont décrits ci-dessus, elle concentre la grande majorité des opérations labellisées à ce jour et sert de base aux catégories suivantes, plus premium et bâtiment sobre en énergie. La catégorie bâtiment passif plus, le bâtiment devra générer au moins 60 kWh par mètre carré par an d'énergie par rapport à son emprise au sol. La catégorie bâtiment passif premium, ce sera 120 kWh par mètre carré par an d'énergie par rapport à son emprise au sol. La catégorie bâtiment sobre en énergie convient aux bâtiments qui n'atteignent pas le standard classique pour différentes raisons. Concernant les labellisations la maison passive en rénovation, les critères du label Enerfit sont très proches des critères pour le neuf. La variation se situe au niveau du besoin de chauffe qui a été relevé.
Toutefois, une simple modification offre une vraie marge de manœuvre aux équipes de conception tout en garantissant des performances énergétiques élevées. Les critères du standard européen EnerFit sont un besoin de chauffage inférieur à 25 kWh d'énergie utile par mètre carré de surface de référence énergétique par an, une consommation totale en énergie primaire, tous usages, électroménager inclus, inférieure à 120 kWh par mètre carré par an, une perméabilité à l'air de l'enveloppe mesurée sous 50 pascal de différence de pression strictement inférieure à 1 par heure, une fréquence de surchauffe intérieure supérieure à 25 degrés, inférieure à 10% des heures de l'année. Quant au label attribué par la Fédération française de la construction passive, cette fois, le besoin de chauffage est de 15 kWh, énergie utile au final par mètre carré par an, soit légèrement inférieure à celle de la maison passive. Pour les consommations tous usages, on est à 120 kW d'énergie primaire par mètre carré par an. Cette fois, tous les postes d'énergie sont concernés, y compris les appareils électroménagers. De nombreuses garanties complémentaires sont exigées que vous retrouvez de manière détaillée dans notre fiche. Cette partie, labels énergétiques ou environnementaux, sera complétée par le CERCAL dans la suite de la présentation. Je vais donc maintenant laisser la parole aux trois intervenants, Lisa Sullereau, Jean-François Rett et Francis Tifano. Bonjour à tous, bienvenue à cette webconférence dédiée aux référentiels, certifications et labels du bâtiment et de l'aménagement durable, et particulièrement HQE. Je suis Lisa Sullereau, en charge des relations institutionnelles et collectivités territoriales pour CERCAL, Qualitel Certification, et je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Nous allons pouvoir aborder et vous présenter l'Alliance HQE et son cadre de référence du bâtiment durable, ainsi que ses déclinaisons à l'habitat, au tertiaire et à l'aménagement. Je laisserai ensuite la parole à Jean-François Rett, responsable de l'agence Grand Est, pour vous présenter le référentiel dédié à l'habitat en construction et en rénovation. Et ensuite, je laisserai la parole à Francis Tifano, ingénieur thermique, qui pourra revenir sur les labels énergétiques et environnementaux. Quelques mots pour vous présenter l'Alliance HQE. L'Alliance HQE GBC, qui est une alliance de professionnels pour un cadre de vie durable. C'est une association reconnue d'utilité publique qui a pour triple objectif de représenter et promouvoir le cadre de vie durable en France, mais aussi à l'international, d'innover et d'anticiper, et de participer à l'amélioration des connaissances et diffuser les bonnes pratiques de notre secteur. Elle réunit en son sein, au sein de son conseil d'administration, des maîtres d'ouvrage, des usagers, des syndicats, des fédérations professionnelles et des professionnels du bâtiment. Elle lance au printemps 2015, le cadre de référence du bâtiment durable pour tous, qui remplace les fameuses 14 cibles HQE. Ce cadre de référence se fait de manière concomitante avec les enjeux de transition énergétique, environnementale et sociétale que connaît le secteur. Le cadre de référence HQE va se décliner en 4 engagements: la qualité de vie, le respect de l'environnement, la performance économique et le management responsable. Ces 4 engagements qui vont se décliner eux-mêmes en 12 objectifs. La qualité de vie, avec des lieux de vie plus sûrs et qui favorisent la santé, des espaces agréables à vivre ou à travailler, pratiques et confortables. Pour le respect de l'environnement, les objectifs sont de limiter les pollutions, lutter contre le changement climatique, prendre en compte la biodiversité et utiliser de manière raisonnée les énergies et ressources naturelles. Pour la performance économique, les objectifs recherchés dans le bâtiment vont être l'optimisation des charges et des coûts, d'améliorer la valeur patrimoniale, financière et d'usage et de contribuer au dynamisme et au développement des territoires.
Enfin, pour le management responsable, les objectifs sont d'aboutir à une organisation adaptée, avec des objectifs de qualité et de performance, de piloter un projet de manière maîtrisée et de s'engager dans une démarche d'amélioration continue. Ces 4 engagements et ces 12 objectifs vont donc se décliner à l'échelle du bâtiment, de l'aménagement et des infrastructures, et ceci tout au long de leur cycle de vie, en construction, en exploitation et en rénovation. Il va se décliner avec des marques de certification, les marques HQE, avec pour le logement et la maison NF Habitat et NF Habitat HQE, avec HQE bâtiment durable et HQE aménagement pour le non résidentiel et pour l'aménagement. Ces marques de certification sont délivrées par Cercal, Qualitel Certification pour la partie logement, Certivea pour l'aménagement et le non résidentiel et Serway pour l'international. Il faut préciser que la certification en France est réglementée par le Code de la consommation. La certification est une démarche volontaire et c'est l'activité par laquelle un organisme tiers, c'est-à-dire distinct de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre, des bureaux d'études ou encore des industriels, va venir attester, à travers des contrôles, que le produit, en l'occurrence le bâtiment, ou l'aménagement des infrastructures, sont conformes à des caractéristiques décrites dans un référentiel. Les organismes certificateurs sont par ailleurs accrédités par le COFRAC, le Comité français d'accréditation. Chiffres pour montrer la présence d'HQE en France, mais aussi à l'international, puisque ce sont aujourd'hui plus de 100 millions de mètres carrés de bâtiments qui sont certifiés, avec par exemple plus de 2 100 000 logements qui sont également certifiés, 60 opérations d'aménagement à l'échelle du territoire national, et une présence dans 26 pays, avec Serway, qui est présent en Asie, en Amérique du Nord, mais également en Afrique, particulièrement au Maroc, et au niveau européen. Maintenant, spécifiquement de l'habitat, que Cercal Qualitel Certification est l'organisme certificateur, l'outil opérationnel de l'association Qualitel, qui elle a été créée en 1974 par l'État, avec une mission d'intérêt général qui est de promouvoir la qualité du logement en France. Elle est aujourd'hui présidée par Bertrand Delcambre depuis juin 2015. Il est également l'ancien président du PTNB, le plan de transition numérique du bâtiment. L'association a en son sein un conseil d'administration qui va venir valider le référentiel de certification et également toutes ses évolutions. Ce conseil d'administration est composé de la majorité des acteurs du logement, les associations de consommateurs avec par exemple la CLCV, la CNL ou encore l'ARC, les acteurs de l'offre du logement et de son financement, avec notamment l'USH, la Caisse des dépôts, mais aussi la FPI ou la FNAIM, les acteurs de la filière de la construction, avec les architectes, aussi bien l'Ordre des architectes que le syndicat des architectes, mais aussi la CAPEB, la FFB ou encore l'INTEC, les économistes de la construction. Et enfin un dernier collège, avec l'État, le ministère, la DHUP, l'ANIL, l'ANA et le CSTB, qui siègent également au sein de ce conseil d'administration. Ce conseil d'administration se veut impartial, objectif, neutre et indépendant, et est dans la recherche de consensus. Vous constaterez qu'au sein de ce conseil d'administration, il n'y a pas de filière industrielle, ni de filière énergétique. Ceci dans l'objectif de préserver cette neutralité, cette indépendance pour la promotion de la qualité de l'habitat en France.
Pour terminer sur la présentation de Qualitel et du groupe Qualitel, aux côtés de Cercal, vous trouverez Kios, qui est sur l'expertise technique dans les bâtiments, mais aussi Qualitel Formation, et enfin le fonds de dotation Qualitel, qui œuvre pour soutenir des projets dans l'habitat pour les personnes défavorisées. L'action de Cercal Qualitel Certification est menée auprès de la maîtrise d'ouvrage, mais aussi des syndics de copropriété et également auprès des collectivités locales et aménageurs. La certification reste une démarche volontaire pour ces acteurs et Cercal les accompagne pour leurs projets de construction ou de rénovation. Quelques exemples des partenaires que nous accompagnons, aussi bien au niveau national que local ici en Grand Est. Vous constatez que l'on accompagne aussi bien des promoteurs comme ICAD, Vinci, Bouygues Immobilier, des bailleurs au niveau national comme Action Logement ou CDC Habitat, et des bailleurs sociaux au niveau local, au niveau du Grand Est, comme Batigère, Mosélis, Logiest, Néolia. L'accompagnement de Cercal se fait également au niveau des syndics titulaires avec la marque NF Habitat et NF Habitat HQE dédiée aux syndics de copropriété, avec notamment ici présenté COP, le premier syndic dans le Grand Est de Reims Habitat et du foyer Rémois. Même accompagnement auprès des constructeurs de maisons individuelles, qui sont des acteurs engagés, NF Habitat ou NF Habitat HQE, tels que Geosia, les maisons Claude Rison, Néolia à nouveau sur la maison individuelle, Alsace Construction Maison d'Enfance, et Exaum notamment sur la partie rénovation et RGE. Enfin, Cercal mène une action auprès de ses collectivités et d'aménageurs partenaires que vous avez ici présentés, avec notamment sur la région Grand Est, l'OIN d'Alzette-Belleval, le département du Bas-Rhin, la CERS, Société d'équipement de la région de Strasbourg, la région Grand Est avec son dispositif Climaction qui vous sera présenté dans quelques instants par Jean-François Rett, ou encore la ville de Metz. Nous accompagnons tous ces acteurs dans la promotion de la qualité de l'habitat, de la qualité environnementale de l'habitat sur leur territoire. Certaines collectivités ou aménageurs, comme c'est le cas de la ville de Metz, ont souhaité personnaliser le cadre de référence du bâtiment durable HQE, la certification NF Habitat HQE, à leurs enjeux locaux, à leurs objectifs et ambitions territoriales. C'est ce que nous appelons la territorialisation qui va permettre d'adapter le référentiel à ces collectivités ou aménageurs. Ici, vous pouvez voir notamment la ville de Metz qui a souhaité, pour les logements sur Césac, valoriser et afficher les maîtres d'ouvrage qui vont au-delà du niveau d'entrée d'NF Habitat HQE avec le profil excellent qui pourra également vous être présenté ultérieurement. J'en ai terminé pour cette partie présentation de l'Alliance HQE, du cadre de référence et de Cercal Qualitel Certification. Je laisse maintenant la parole à Jean-François Rett qui va pouvoir vous présenter le référentiel dédié à l'habitat en construction et en rénovation. Merci Lisa et bonjour à tous. Je suis Jean-François Rett, responsable d'agence Grand Est de Cercal. Je vais maintenant vous présenter notre agence ainsi que le référentiel NF Habitat HQE. Comme vous le verrez tout à l'heure dans le contenu et processus de la certification, la notion de proximité locale et d'accompagnement technique sont très importantes pour nous et nous semblent essentielles pour la réussite des projets. Pour cette raison, nous avons implanté depuis 2007 une agence Grand Est basée à Metz,
en charge du suivi complet des projets et nous nous appuyons sur un réseau de 16 techniciens basés dans tout le Grand Est, notamment à Reims, Nancy, Metz et Strasbourg. Nous formons aussi des référents chez les maîtres d'ouvrage et équipes de conception et nous nous appuyons aussi sur une direction technique nationale capable de nous apporter du retour d'expérience ou des informations liées à la recherche ou aux nouvelles technologies. Dans tous les cas, nous privilégions la présence d'un acteur unique de proximité pour faciliter les échanges. La certification NF Habitat, NF Habitat HQE va vous être maintenant présentée, ainsi que ses profils. Cette présentation sera déclinée en 5 parties. Donc tout d'abord, la structure du référentiel, les profils supérieurs HQE, le processus de certification, les nouveautés du référentiel et nouveaux profils, et enfin, nous évoquerons la territorialisation mise en place avec la région Grand Est qui se nomme NF Habitat Climaction pour la rénovation énergétique des logements locatifs aidés. Tout d'abord, la structure du référentiel NF Habitat HQE. Comme nous l'avons vu tout à l'heure avec Lisa, la certification NF Habitat HQE est la seule certification à traiter l'ensemble des engagements du cadre de référence du bâtiment durable HQE. Ces engagements sont structurés autour de la qualité de vie, avec des rubriques s'attachant à la santé des habitants, le confort et le bien vivre ensemble, tout en intégrant les nouvelles technologies ainsi que les impacts du changement climatique dans l'utilisation du logement. L'engagement de respect de l'environnement vise à la limitation et l'utilisation des ressources, énergie, eau, sol, matière, la limitation des pollutions, déchets, gaz à effet de serre, ainsi que la préservation de la nature au travers de la rubrique biodiversité. L'engagement de performance économique vise à concevoir un projet dont les charges sont limitées et la durabilité optimisée tout en ayant une approche cohérente en matière de coût global. Cette approche économique vise aussi au bon développement des filières locales. Enfin, l'engagement de management responsable porte la maîtrise de la démarche de qualité, ainsi que le chantier à faible nuisance. Certaines rubriques sont en cours de développement pour une future intégration dans les prochaines évolutions du référentiel. L'ensemble du cadre de référence est traité par la certification NF Habitat HQE et ses profils supérieurs dont nous allons parler ensuite. Alors qu'un niveau d'entrée traitant un nombre réduit de rubriques est valorisé par la certification NF Habitat, donnant aux porteurs de projets la possibilité d'appréhender le cadre de référence de façon plus abordable dans un premier temps, tout en visant progressivement des niveaux supérieurs de labels et profils HQE, afin de mieux se former au développement durable. En cela, le référentiel NF Habitat HQE est un outil de progrès et d'accompagnement de toute la filière. Nous n'aurons pas le temps ce matin de détailler le contenu de chaque rubrique du référentiel, mais nous serons à votre disposition pour en échanger suite à cette conférence. En résumé, NF Habitat est le repère de confiance s'attachant à traiter les qualités essentielles de l'habitat pour un logement sain, sûr et confortable, conforme aux réglementations et normes en matière d'habitat, alors que NF Habitat HQE est le repère de performance permettant de traiter l'ensemble du cadre de référence du bâtiment durable et en accompagnant vers des profils supérieurs permettant d'anticiper les enjeux de demain liés au changement climatique. La lecture du référentiel permet d'identifier pour chaque engagement et rubrique les exigences à traiter pour être conforme. NF Habitat, c'est la première colonne à gauche. NF Habitat HQE au niveau d'entrée, ce sont les exigences à un point. Il n'y a pas d'exigence concernée dans l'exemple de ce slide. Ou encore, conforme à NF Habitat HQE au niveau supérieur, ce sont les exigences marquées à 2 ou 3 points, que l'on voit ici sur ce slide.
Cette lecture complète du référentiel permet de se familiariser à des niveaux supérieurs, mais il est aussi possible de faire des extractions filtrées par niveau ou par lot technique afin d'en avoir une lecture plus rapide. Je vais maintenant vous parler des profils HQE et notamment des profils supérieurs. En certification NF Habitat HQE, un affichage de profils étoilés est proposé pour valoriser et faciliter la lecture des niveaux de performance obtenus. Ces profils sont affichés notamment à destination du grand public et permettent de valoriser jusqu'à 12 étoiles au maximum. En rénovation, le traitement du niveau d'entrée des exigences NF Habitat HQE est lié aux exigences à 1 point et donne accès à un profil de 3 étoiles, avec 1 étoile par engagement que l'on visualise ici. En construction, de la même manière, le traitement du niveau d'entrée NF Habitat HQE à 1 point donne accès à un profil de 6 étoiles, 2 étoiles par engagement, comme on le visualise ici. Ensuite, il est possible de valoriser des niveaux supérieurs, aussi bien en rénovation qu'en construction, en choisissant des exigences de niveau supérieur de 2 ou 3 points. Ces choix de profil permettent d'obtenir jusqu'à 12 étoiles, sachant qu'il est possible de traiter différemment les engagements afin de progresser de façon adaptée et mieux répondre aux besoins des projets. Enfin, l'affichage des niveaux supérieurs se fait avec une bannière adaptée qui indique aussi une mention performant, très performant, excellent ou exceptionnel en fonction du nombre d'étoiles obtenues. C'est ainsi un outil d'affichage de la qualité environnementale qui est mis à disposition des porteurs de projets. Nous l'avons vu, la structure du référentiel ainsi que les profils HQE permettent une réelle progression des acteurs de la filière, mais nous allons aussi voir maintenant que le processus de certification joue aussi un rôle majeur en la matière. Afin de certifier un projet NF Habitat ou NF Habitat HQE, il est possible de procéder soit de façon ponctuelle pour certifier une ou plusieurs opérations selon les besoins spécifiques à chaque projet. Nous allons voir qu'un suivi complet du certificateur est alors réalisé. Il est aussi possible de mettre en place un engagement global pour tous les projets d'un organisme visant à mieux structurer la démarche de qualité par de la formation et du retour d'expérience notamment. Cet engagement global permet aussi d'adapter le processus de certification et mieux valoriser l'engagement global de l'organisme par le marquage d'acteurs engagés NF Habitat HQE. Nous l'avons vu, le processus de certification vise à accompagner les acteurs locaux dans une démarche de progrès. Ce processus est toujours suivi par un intervenant de proximité et adapté en fonction du niveau de maturité des acteurs du projet. Dans le cas d'une certification ponctuelle ou pour toute demande d'accompagnement complet, c'est le processus 1 qui est appliqué, visible en colonne de gauche. Ce processus a le mérite d'accompagner chaque phase structurante du projet. Les études préalables en cas de rénovation avec un BPH, le bilan patrimoine habitat, ou des diagnostics techniques réalisés pour identifier l'état de fonctionnement initial du bâti avant de définir le programme de travaux et choisir le bon profil de certification. En phase avant-projet, une réunion de revue de projet est réalisée entre notre intervenant et l'équipe de conception afin de partager les enjeux du projet et échanger concernant les questions liées au référentiel de certification. Cette étape est très structurante et permet d'anticiper toutes les difficultés éventuelles du projet. En présence d'un référent technique formé au référentiel, il est possible de déléguer au référent la réalisation de la revue de projet. Lors de la rédaction du dossier de consultation des entreprises, une relecture des pièces écrites, notes de calcul et plans du projet
donne lieu à la rédaction de l'évaluation projet qui permet de finaliser le dossier de consultation des entreprises en intégrant les éventuelles remarques liées à la certification. À la signature des marchés de travaux, une évaluation marché est fournie afin d'attester de la conformité des marchés signés et délivrer le certificat de conception. Nous attestons ainsi que le maître d'ouvrage achète aux entreprises un projet dont la conception est conforme à la certification recherchée. Pendant le chantier, nos équipes peuvent être sollicitées pour répondre à des questions éventuelles, notamment en cas de variante, et pour préparer les contrôles finaux de réception d'ouvrage. Les CCR, contrôles de conformité au référentiel, sont réalisés lorsque l'ensemble des équipements sont fonctionnels afin d'attester la conformité finale de l'ouvrage. En lien avec ce processus complet, les processus 2 et 3 sont des processus allégés, ouverts aux maîtres d'ouvrage, organisés dans une démarche globale et formés à l'utilisation d'outils d'auto-évaluation en conception et auto-vérification sur chantier. Ces processus visent à donner plus d'autonomie et de pertinence dans le pilotage des projets. À noter que ce processus général est adapté pour tenir compte des spécificités liées à la construction ou rénovation de maisons individuelles en secteur diffus et à la rénovation des copropriétés. Il est aussi intéressant de noter que les outils de certification sont de plus en plus intégrés en l'environnement numérique et se préparent à la conception collaborative sur maquette numérique. En continuité possible de la certification des ouvrages, la certification NF Habitat, HQE, de l'exploitation des bâtiments permet aux bailleurs ou aux syndics de maintenir et améliorer continuellement les bâtiments et la satisfaction des habitants dans la phase de gestion-maintenance. Cette démarche s'appuie sur la qualité initiale des bâtiments ainsi que le système de management de l'exploitation. L'objectif est de partager à chaque niveau de l'organisme les actions à réaliser en faveur des bâtiments, des habitants et des entreprises intervenant sur site. Cette démarche permet d'harmoniser et partager les bonnes pratiques en équipe et de maîtriser la gestion technique du patrimoine. Voici les éléments essentiels concernant les processus de certification dont nous pourrons encore échanger en marge de cette conférence. Je vais maintenant vous présenter les récentes évolutions du référentiel de certification dans sa version 3.3 applicable depuis le 1er juillet. Cette mise à jour concerne l'ensemble des applicatifs dans un objectif de cohérence globale. Tout d'abord, cette mise à jour nous permet de proposer 4 nouveaux profils optionnels applicables tant en construction qu'en rénovation et dès le niveau d'entrée NF Habitat. Ce sont des profils supérieurs concernant l'économie circulaire, l'air intérieur, la biodiversité et le bâtiment bas carbone. Je vais vous présenter plus en détail ces nouveaux profils juste après les généralités liées à cette mise à jour. En construction, cette mise à jour permet de mieux intégrer les enjeux du changement climatique dès le niveau d'entrée NF Habitat, notamment en vérifiant une hauteur minimale sous plafond de 2,50 m selon les possibilités du PLU, afin de favoriser le confort hygrométrique. Cette mise à jour intègre mieux les exigences de tri des déchets et locaux poubelles, initialement HQE, et désormais dès le niveau d'entrée NF Habitat, alors que d'autres dispositions de conception, notamment en faveur de l'éclairage naturel, sont renforcées par NF Habitat HQE. Des dispositions sont prises pour une meilleure intégration des extensions et surélévations sur bâtis existants. Enfin, le référentiel s'adapte plus encore au BIM et d'autres évolutions sont prévues et détaillées dans le référentiel que nous pourrons revoir plus en détail ultérieurement. L'applicatif rénovation s'adapte mieux encore qu'auparavant en fonction des programmes de travaux
pour donner un accès facilité à la certification NF Habitat au niveau d'entrée, dans le cadre de projets contraints financièrement par exemple. Il est désormais prévu un nombre réduit d'exigences minimales obligatoires afin de traiter des organes de sécurité ou de performance énergétique dits essentiels et identifiés sans travaux. C'est-à-dire que ces exigences sont demandées invariablement quel que soit le programme de travaux prévu. Ceci étant, la majorité des exigences du référentiel s'appliquent désormais en cas de travaux, ce qui permet de mieux accompagner le programme de travaux retenu. Par exemple, si aucun lot impactant l'acoustique n'est prévu au programme, aucune exigence acoustique ne sera formulée. Si le programme ne comporte que le lot revêtement de sol, par exemple, l'impact acoustique ne sera que traité au niveau des changements de sol. Cette mise à jour de référentiel nous permet aussi d'ouvrir 5 nouvelles rubriques HQE en rénovation. Les rubriques ressources matières, déchets, changement climatique, coût global et valorisation des ressources locales. Ces rubriques seront particulièrement traitées dans les nouveaux profils que je vais maintenant vous présenter. Pour voir plus en détail cette mise à jour de référentiel applicable depuis le 1er juillet, vous pouvez consulter la note de présentation, une synthèse ainsi que le référentiel complet disponible sur le portail Cercal pour les acteurs déjà engagés ou sur notre site qualitel.org dans la rubrique professionnelle ouverte à tous. Il est aussi intéressant de noter que l'application de cette mise à jour est volontaire jusqu'au 1er janvier 2021 afin de tenir compte du contexte sanitaire. Parmi les évolutions importantes de cette mise à jour, la création de 4 nouveaux profils vous permet d'aller plus loin en matière de qualité de l'air, de bas carbone, de biodiversité, et circulaire. Ces nouveaux profils sont accessibles en construction ou en rénovation dès la certification NF Habitat, au niveau d'entrée, ce qui vous permet facilement de vous essayer à l'une de ces thématiques pour progresser. Il est intéressant de noter que la certification NF Habitat HQE évolue régulièrement en anticipation des enjeux de la filière par l'intégration progressive des nouveaux labels, nouvelles thématiques et maintenant par la création de ces nouveaux profils. La création de ces profils vise principalement 4 objectifs. Répondre aux attentes actuelles des particuliers et collectivités sur des sujets nouveaux, contribuer à la politique de responsabilité sociétale des entreprises, valoriser votre savoir-faire avec un affichage spécifique adapté aux enjeux traités, bénéficier d'une seule démarche de certification intégrant les qualités essentielles du logement ainsi que les nouveaux enjeux liés à ces profils. Je vais maintenant vous présenter succinctement chacun de ces profils. Le profil biodiversité vise à répondre aux besoins grandissants de préservation de notre environnement, de proximité, et à répondre aux objectifs de protection et de valorisation de la biodiversité annoncés par la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages de 2016. Prendre en compte ce profil biodiversité préserve l'environnement, mais favorise aussi le cadre de vie et la durabilité des ouvrages. En pratique, ce profil NF Habitat Biodiversité demande le traitement des exigences HQE 1, 2 ou 3 points de la rubrique biodiversité et l'organisation d'un chantier à faible nuisance. Maintenant, le profil NF Habitat Air intérieur. La qualité de l'air est un enjeu de santé publique qui s'accentue ces dernières années avec la dégradation de l'air extérieur, plus ou moins marquée selon les sites exposés aux pollutions, et l'imperméabilisation des bâtiments pour favoriser les économies d'énergie. Dans ce contexte, une bonne prise en compte des scénarios de renouvellement
de l'air intérieur au bâtiment devient incontournable pour ne pas être impacté par une forte pollution de l'air intérieur qui conduirait à des effets néfastes pour la santé. Pour mettre en place ce profil NF Habitat air intérieur, il est demandé le traitement des exigences HQE 1, 2 ou 3 points de la rubrique qualité de l'air intérieur, ainsi que la réalisation d'une analyse de site concernant notamment les pollutions de l'air extérieur, afin de porter le soin nécessaire dans la réalisation du chantier à faible nuisance, mais aussi l'exécution des lots liés à la qualité de l'air. Le profil économie circulaire, quant à lui, vise à accompagner la loi relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire. Cette approche vise notamment à privilégier le réemploi, le traitement vertueux des déchets, ainsi que les circuits courts favorables aux filières et à l'environnement local. C'est une démarche de développement durable de proximité. Pour mettre en œuvre le profil NF Habitat économie circulaire, un choix d'exigence HQE est à réaliser parmi les rubriques ici affichées. Ces rubriques sont nombreuses car l'économie circulaire est tout à fait transverse et touche aussi bien la qualité de vie, le respect de l'environnement que la performance économique. Afin de permettre une progression adaptée à chaque territoire, le profil donne un choix varié de points, ce qui permet de concentrer ses efforts plus particulièrement sur certaines rubriques plutôt que d'autres. Enfin, le profil NF Habitat bas carbone vise à accompagner les projets dans la réponse aux objectifs de la stratégie nationale bas carbone et aux engagements pris à l'occasion de la COP21, parmi lesquels s'inscrit notamment la RE 2020. Choisir ce profil est une manière de se préparer non seulement à la RE 2020, mais aussi à concevoir des bâtiments adaptés aux enjeux de 2025-2030 en lien avec la SNBC. Pour valider ce profil, l'atteinte du niveau carbone 2 selon la méthode E+C- préfigurant la RE 2020 est demandée. Cette méthode et ce profil vous seront rappelés dans la dernière partie de cette webconférence. À noter aussi que des exigences HQE sont traitées par ce profil concernant le confort hygrothermique, les services et transports, les ressources matières, les déchets, le changement climatique, ainsi que la valorisation des ressources locales. Pour conclure cette partie de présentation liée au référentiel NF Habitat HQE, je vais maintenant vous présenter l'exemple de la territorialisation NF Habitat Climaction mise en place en partenariat avec la région Grand Est, dans le cadre du dispositif d'accompagnement à la rénovation énergétique des logements locatifs sociaux. Cet exemple de territorialisation, comme toute autre territorialisation, permet d'adapter les exigences de la certification ainsi que le suivi aux attentes locales, ce qui permet une meilleure lisibilité et compréhension des attentes pour tous les acteurs du projet, tant du côté de la maîtrise d'ouvrage que pour l'équipe de conception ou encore les entreprises. Ainsi, le suivi territorialisé Climaction intègre les critères du référentiel NF Habitat HQE et les exigences du dispositif local Climaction. Dans le même esprit, le processus de certification a été complété pour intégrer les rendus attendus par la région aux différentes étapes du projet. Sur ce slide sont indiqués en surligné jaune les rendus liés à Climaction. Ce processus global et cohérent permet de vérifier toutes les exigences techniques en un échange complet avec l'évaluateur du projet. Une attestation de conformité NF Habitat Climaction est fournie en conception et à la réception de l'ouvrage. En conclusion, cette territorialisation permet de faciliter le suivi technique du projet et facilite les démarches auprès de la région par la production des rapports NF Habitat
qui se substitue au dossier technique à fournir habituellement. Cette démarche est particulièrement utile pour accompagner la qualité globale du programme de travaux et lors de la recherche de financements tiers, notamment liés à des labels énergétiques. Et je vais justement passer la parole à Francis Stifano pour la présentation des labels et des évolutions en matière réglementaire. Bonjour à tous, merci Jean-François pour cette présentation. Je vais me présenter rapidement pour cette dernière intervention dans le cadre de cette webconférence proposée par Envirobat Grand Est. Donc, Francis Stifano, je suis responsable d'activité énergie au sein de la direction des études de recherche de Circal Qualitel Certification. Je vous propose maintenant d'aborder cette dernière partie sur les différents labels énergétiques et environnementaux en deux temps. D'une part, les labels sur la construction neuve et d'autre part, les labels pour la rénovation. Et je terminerai ensuite sur les orientations méthodologiques et le timing de la réglementation environnementale 2020. J'ai souhaité tout d'abord par ce synoptique vous présenter l'environnement des labels énergétiques et environnementaux pour l'habitat neuf. Comme nous le verrons dans la suite de mon exposé, pour les labels énergétiques ou environnementaux, concerne soit les critères énergétiques, soit énergétiques et carbone. Comme vous pouvez le voir sur ce slide, la RT 2012 est en application depuis le 1er janvier 2013. Les labels énergétiques ont été mis en place par l'association Effinergie avec les labels Effinergie Plus et BPOS Effinergie 2013. En 2016, une expérimentation volontaire a été créée avec l'ensemble des professionnels par les pouvoirs publics et a introduit pour la première fois en France des indicateurs énergie et surtout carbone. Le label d'État, dénommé C-, énergie positive et réduction carbone, est né. D'autres labels avec les associations Effinergie ou BPCA sont arrivés en 2017 avec des prérequis autour des niveaux énergétiques et carbone de l'expérimentation, avec des exigences complémentaires en fonction des différents labels. Pour terminer sur cette échelle de temps, nous arrivons à la sortie des travaux préliminaires de la future réglementation environnementale et au calage dans les prochains mois à venir des indicateurs énergie et carbone de la RE 2020. Pour rappel, l'ensemble des labels que nous avons détaillés doivent être contrôlés par un organisme certificateur tierce partie indépendante accrédité par le COFRAC, soit être décerné, c'est-à-dire organisme ayant signé une convention avec l'État, voire avec Effinergie ou avec BPCA, selon le label visé. Ces différents labels sont couplés à une certification HQE pour traiter l'ensemble du cadre de référence du bâtiment durable. Si vous voulez bien, un bref rappel sur la RT 2012. Deux étapes importantes pour la performance énergétique des bâtiments sont traitées ici. La sobriété énergétique avec les besoins du bâtiment, et bio sur les trois usages, besoin de chauffage, de refroidissement et d'éclairage. L'efficacité énergétique avec les consommations du bâtiment sur les 5 usages réglementés, chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, auxiliaire de distribution et de ventilation et éclairage des locaux. Vigilance également sur le traitement du confort d'été avec la température intérieure conventionnelle est présente. Ces thématiques seront totalement revisitées dans le cadre de la future RE 20. Le premier label que nous abordons sur cette présentation est le label Effinergie Plus 2013. Les exigences sont calées sur des exigences principales renforcées par rapport à la RT 2012 et des exigences complémentaires, à savoir un besoin bioclimatique BBO du bâtiment inférieur de 20% à l'exigence de la RT 2012, un objectif de consommation maximale en énergie primaire fixé à 40 kWh énergie primaire mètre carré par an modulé des coefficients de la réglementation RT 2012, zone climatique, altitude, surface de logement et utilisation ENR. Les exigences complémentaires propres à Effinergie ont été rajoutées. Une mesure de perméabilité à l'air de l'enveloppe du bâtiment, 0,4 en maison, 0,8 en logement collectif, un contrôle des systèmes de ventilation, des mesures de débit de pression suivant le protocole promouvant et suivant le type de bâtiment, une mesure de perméabilité à l'air de réseau VMC est obligatoire.
classe A à minima en habitat. Évaluation des consommations d'énergie liées aux usages immobiliers, électroménagers, informatiques, etc. L'information aux utilisateurs sur le label Effinergie Plus doit être traitée et les recommandations d'usage, d'entretien et de maintenance du logement doivent apparaître dans le guide d'usage, guide des gestes verts par exemple, donné aux habitants. Affichage des indicateurs de sortie du label est délivré. Il est demandé également que le BET réalisant l'étude thermique soit qualifié ou certifié dans le domaine de l'étude thermique, PQI 1331, 1332 ou certification étude thermique par Certivert. Recommandation, évaluation de la consommation d'énergie crise et du calcul d'ancienneté de mobilité du bâtiment conseillé. Le label BPOS Effinergie 2013 a été le label pionnier dans la définition d'un bâtiment en énergie positive en France. Ce label pilote s'appuie d'abord sur l'expérience de la RT 2012 et du label Effinergie Plus présenté auparavant. Minima, le bâtiment éligible au label BPOS Effinergie doit respecter les critères Effinergie Plus et faire l'objet d'une évaluation de l'énergie grise et du potentiel d'écomobilité. L'exigence principale du label est d'avoir un bilan en énergie primaire non renouvelable et bilan EPNR inférieur ou égal à un écart autorisé. Le bilan EPNR non renouvelable calculé en 3 étapes. Collecte de consommation d'énergie finale entrant et sortant du bâtiment, passage en énergie primaire non renouvelable, bilan d'énergie primaire non renouvelable. Écart accepté à l'énergie positive pour permettre aux bâtiments exemplaires d'obtenir le label dans toutes les régions et les différents contextes urbains. L'écart accepté est la somme de la consommation de référence Effinergie Plus pour les usages réglementés, 40 fois la pondération réglementation thermique, et de la consommation de référence pour les usages non pris en compte par la réglementation. AURF, à laquelle on soustrait une production de référence qui correspond au potentiel de production en ENR du projet. PRODREF. Cette production est en fonction de la zone climatique et du nombre de niveaux du bâtiment. L'expérimentation énergie et carbone co-construite première fois entre les pouvoirs publics et les professionnels du bâtiment, avec un référentiel énergie carbone afin d'évaluer sur la même base méthodologique un label énergie positive et réduction carbone pour les maîtres d'ouvrage et les promoteurs qui souhaitent aller au-delà de l'RT12, valoriser des projets pilotes, l'accompagnement des acteurs et l'utilisation via un observatoire dédié. Nous allons aborder maintenant les grands principes méthodologiques de l'expérimentation. Ils sont basés sur l'évaluation de la performance énergétique avec le calcul du bilan BPOS d'une part et l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre avec le calcul des EGES d'autre part. La mise en disposition des données environnementales du bâtiment, ce en disposant est issue de la base INES via les FDES ou sinon données génériques ou valeurs par défaut. Après les 2 premières étapes de sobriété et d'efficacité énergétique de la RT 2012, ce que nous avons vu précédemment, nous arrivons progressivement au recours de ENR avec les consommations non renouvelables du bâtiment et à la production d'électricité renouvelable, photovoltaïque et cogénération principalement. Ces étapes se traduisent par la définition du nouvel indicateur BPOS de l'expérimentation sur tous les usages. 5 usages réglementés de la réglementation thermique et autres usages immobiliers et mobiliers. Nous abordons maintenant le bilan énergétique du bâtiment sur l'ensemble de ses usages, noté bilan BPOS, défini par la différence entre la quantité d'énergie ni renouvelable ni de récupération consommée par le bâtiment et la quantité d'énergie renouvelable de récupération produite et injectée dans le réseau par le bâtiment et ses espaces attenants. L'ensemble des usages du bâtiment veut dire que dans les calculs du BPOS sont pris en compte les 5 usages de la RT, plus les usages spécifiques liés ascenseur, éclairage, ventilation des parties communes et les autres usages des équipements mobiliers, équipements bureautiques, électroménagers, appareils domestiques, etc.
Cet indicateur bilan BPOS est ensuite comparé à un bilan BPOS max, niveau d'exigence atteinte fixé par le référentiel E plus C- de 1 à 4, dont nous verrons plus tard dans les slides. La présente slide fixe les exigences max à atteindre pour les niveaux énergie 1 à énergie 4. Ici, valeur des bilans BPOS max. Ce que l'on peut dire ici pour les niveaux 1 et 2. Bilan EP max I, c'est une formule de la RT lumineuse avec des pondérations plus une consommation de référence des autres usages. Ce que l'on peut dire pour les niveaux 3 et 4, bilan EP max 3 et 4, formule RT lumineuse avec des pondérations plus la consommation de référence des autres usages, moins la production d'énergie renouvelable de référence. Et I allant de 1 à 2. AURF, pour rappel, c'est bien la consommation de référence des autres usages du bâtiment, autres que celles relatives aux 5 postes de la RT lumineuse, comprenant les autres usages immobiliers, ascenseur, éclairage, ventilation, partie 1, et les autres usages des équipements mobiliers. Pour finir, sur le bilan BPOS, ce tableau synthétise la valeur max à atteindre pour les niveaux énergie 1 à énergie 4, présentés ici. Pour rappel, AURF, consommation de référence des autres usages immobiliers, mobilier du bâtiment. En résumé, ce qu'on peut dire en termes de niveau, énergie 1 correspond à peu près à un niveau RT 2012 moins 5%, énergie 2 RT 2012 moins 10%, moins 15% suivant le bâtiment, énergie 3 RT 2012 moins 20% avec certains bâtiments producteurs d'énergie renouvelable, énergie 4, c'est ce qu'on appelle le vrai BPOS avec une rupture technologique et ce niveau est très difficile à atteindre en résidentiel. L'amélioration de la performance environnementale d'un bâtiment va s'appuyer sur la réduction de ses impacts environnementaux tout au long de son cycle de vie de ce dernier, c'est-à-dire des étapes de production, transport, chantier, vie dans les logements et fin de vie. Performance environnementale des bâtiments dans le référentiel plus 6 mois est évaluée sur la base d'une analyse de cycle de vie, ACV, ACV bâtiment, unité de calcul des émissions de gaz à effet de serre, kg CO2, appelé communément carbone. Une méthode simple comme ça, par deux multiplications d'une quantité de composants I, produit ou équipement, d'un nombre de remplacements du composant I pendant une période d'étude de référence, des données environnementales du composant I, DES, et MDEGD. Pour arriver à un impact environnemental du composant I, ensuite il faut sommer tous ces composants du bâtiment avec les 13 lots et sous-lots bien définis dans la méthode, et ramener pour finir à la surface de plancher, SDP, calculée par une période de référence d'étude de 50 ans. Difficultés principales sont la collecte des données environnementales, différents composants du bâtiment, via les FDES de la base Ignace, etc. Et le temps de saisie de nombreux mètres du bâtiment pour le bureau d'études qui sera chargé de la réalisation de l'étude. Nous arrivons maintenant à la définition des deux indicateurs d'émissions de gaz à effet de serre. Tout d'abord, un EGES global au bâtiment et un EGES PCE, appelé communément produit de construction et d'équipement exprimé en kilogrammes. CO2 mètre carré surface de plancher. EGES est inférieur ou égal à un niveau maximal de performance, EGES max, niveau global et niveau PCE, avec I allant de 1 à 2 comme on le voit ici dans cette diapo, et divers coefficients en fonction du niveau carbone visé, 1 ou 2, et coefficients de modulation suivant la situation géographique, l'altitude de la surface de la RT 2012. MPark, ce qu'on appelle la correction en présence de parking, valeur ajoutée exprimée en kilogrammes et en CO2 mètre carré surface de plancher lorsque les documents d'urbanisme auxquels est soumise la construction du bâtiment obligent la réalisation de parking et fonction du nombre de places de parking en surface et ou en souterrain.
Ce tableau présenté ici synthétise la valeur max à atteindre dans les niveaux carbone 1 ou carbone 2 suivant la typologie des bâtiments. Pour les 3 prochains slides, nous présentons ici les niveaux obtenus sur les premières opérations en cours de certification. Nous observons une majorité de bâtiments certifiés E2C1, constat identique également dans l'Observatoire national de l'expérimentation. Les niveaux C2 et E3 sont plus difficiles à atteindre avec moins de labels obtenus. Le graphe présente l'analyse statistique sur les 70 bâtiments en fonction du vecteur énergétique. Ce l'on peut voir sur ce camembert, une majorité de bâtiments en énergie gaz pour des niveaux E2C1 en immeubles collectifs. L'énergie bois atteint les niveaux énergie 3, carbone 2, et l'énergie électrique avec les packs atteint les niveaux E2. Ce dernier graphe présente l'analyse statistique sur ces mêmes bâtiments en fonction du système constructif de l'enveloppe du bâtiment. Ce que l'on peut voir dans cette présentation, le béton majoritaire pour les niveaux de carbone 1, la terre cuite en majorité sur des niveaux carbone 1, le bois atteint des niveaux carbone 2 et énergie 3. Depuis 2017, le label BBCA, créé par l'Association pour le développement du bâtiment bas carbone, valorise les démarches bas carbone d'un bâtiment sur la base des 4 piliers de mesure présentés ici. La construction raisonnée, mixité intelligente de matériaux, sobriété de construction, exploitation maîtrisée, énergie faiblement carbonée, énergie renouvelable, le stockage carbone, présence de matériaux biosourcés, l'économie circulaire, les constructions sélectives, l'emploi des produits, mutualisation des espaces, le potentiel de changement d'usage et le potentiel d'extension. Les prérequis du label BBCA sont les suivants. Condition 1, atteindre les exigences des niveaux énergie 1 et carbone 2 du label E+C-. Condition 2, avoir des émissions liées aux produits de construction et équipements EGES-PCE inférieures ou égales au seuil de 600 kg équivalent CO2 m² surface de plancher pour immeuble de logement collectif. Nous sommes ici sur 3 niveaux de label BBCA évalués sous forme de nombre de points, standard, performance et excellence. Un point BBCA équivaut à 10 kg CO2 non émis ou stocké. Un point BBCA, différentes pratiques d'économie circulaire. Une méthodologie précise a été définie dans les exigences des 3 niveaux que nous n'aurons pas le temps de spécifier ici. Les 3 labels 2017 de l'association Effinergie s'inscrivent dans le prolongement de la RT 2012 et de l'expérimentation énergie positive et réduction carbone de l'État. Pour ces 3 niveaux, un prérequis est aussi défini. Pour le BBC Effinergie 2017, niveau RT 2012 et à minima énergie 2, carbone 1 de l'expérimentation E+C-. Pour le label BPOS Effinergie 2017, niveau RT 2012 et à minima énergie 3, carbone 1 et bâtiments producteurs d'énergie renouvelable, cité photovoltaïque et cogénération. Pour le label BPOS plus Effinergie 2017, niveau RT 2012 et à minima énergie 4, carbone 1 et bâtiments producteurs d'énergie renouvelable. Complément de la slide précédente, des exigences communes pour ces 3 labels Effinergie 2017 doivent être respectées, quasi équivalentes aux exigences complémentaires des labels Effinergie 2013. Un besoin bioclimatique renforcé BBio du bâtiment inférieur de 20% à l'exigence de la RT 2012, un objectif de consommation maximale en énergie primaire à CEP max moins 20% sur la base de 50 kWh énergie primaire m² par an, soit 40 kWh modulo, 4 coefficients correctifs de la RT 2012. Une mesure de perméabilité à l'air de l'enveloppe du bâtiment, 0,4 en maison et 0,8 en immeuble collectif, ou démarche qualité, un contrôle des systèmes de ventilation, des mesures de débit ou de pression suivant protocole promeuvant, et suivant le type de bâtiment, une mesure de perméabilité à l'air des réseaux VMC est obligatoire. Une qualification ou certification du BET réalisant l'étude thermique au PQBI 1331 ou 1332 ou certification
ineffectude thermique portée par Certivea. Et pour finir, la mise en place d'un commissionnement pour les installations collectives. Une évaluation du calcul du potentiel de mobilité du bâtiment est demandée avec l'outil Effinergie Écomobilité. L'information aux usagers sur les labels Effinergie 2017 doit être traitée des fournitures guide Effinergie. Un affichage des indicateurs de sortie du label est délivré. En synthèse, ce slide présente une synthèse des différents couples énergie-carbone possibles dans le cadre de l'expérimentation E+C- des pouvoirs publics, qui, je rappelle, est une démarche volontaire pour les maîtres d'ouvrage ou promoteurs souhaitant aller vers la performance environnementale. Différents labels ont été positionnés par rapport à cette combinaison. En gris sont présentés les niveaux relativement atteignables. Participer à l'expérimentation, c'est aussi l'apprentissage de faire une ACV bâtiment, étude incontournable qui sera imposée dans la future réglementation environnementale RE 2020. Ce slide résume de manière synthétique les labels au profil NF Habitat qui embarquent et intègrent les indicateurs carbone et économie circulaire. Le label d'État bâtiment biosourcé permet de valoriser les démarches volontaires des maîtres d'ouvrage intégrant une part significative de matériaux biosourcés. Différents niveaux de ce label définis par arrêté sont repris dans le tableau ci-joint pour les différentes typologies. Pour obtenir le premier niveau de label, au moins 2 produits de construction biosourcés appartenant ou non à la même famille et remplissant des fonctions différentes doivent être mis en œuvre au sein du bâtiment. Par exemple, le bois, la charpente et la panel de bois. Pour obtenir le deuxième ou troisième niveau, au moins 2 familles de produits de construction biosourcés différentes doivent être mises en œuvre au sein du bâtiment, par exemple béton de chanvre et de la laine de bois. Complément du taux minimal à respecter du précédemment, le produit de construction biosourcé et le matériel biosourcé fixe incorporé dans une opération de bâtiment doit posséder les caractéristiques suivantes d'aptitude à l'usage, de déclaration des impacts sanitaires, d'étiquette sanitaire s'il rentre dans le champ d'application de l'arrêté concerné. Une introduction des labels rénovation, un petit rappel des 2 réglementations thermiques de l'habitat existant avec 2 champs d'application bien spécifiques et repris dans le présent schéma. La règle des 1000 m² de surface et coût des travaux de rénovation énergétique. L'arrêté dit élément par élément pour les petites rénovations s'appliquant en cas de remplacement d'installation d'un élément du bâtiment, par exemple résistance thermique d'un isolant imposé sur les murs, fixée dans l'arrêté modificatif du 22 mars 2017. L'ART globale, la rénovation lourde avec calcul de consommation conventionnelle d'énergie en relatif, CEP initial, CEP projet, CEP ref, avec la méthode de calcul THEX, exigence fixée dans l'arrêté du 13 juin 2008. Étant évoqué dans les évolutions réglementaires à venir par les pouvoirs publics, la révision de la réglementation thermique de l'existant et de la méthode de calcul ne semble plus être d'actualité pour 2020 et 2021. Concernant les labels rénovation, le premier label de rénovation que nous abordons ici est le label HPE Rénovation. La subtilité de compréhension est dans la date d'application. Les bâtiments achevés après le 1er janvier 1948, c'est un label d'État. HPE Rénovation défini suivant l'arrêté du 29 septembre 2009. Pour les bâtiments achevés avant le 1er janvier 1948, c'est une certification sur la base du niveau de performance énergétique défini dans l'arrêté précité. En termes d'exigence, la consommation conventionnelle d'énergie bâtiment après travaux doit être inférieure à 150 pondéré A plus B. Et autre point, le niveau de consommation conventionnelle est déterminé en référence à la méthode de calcul de la THEX, arrêté du 13 juin 2008. Dans cette présentation, nous abordons maintenant le label BBC Effinergie Rénovation ou Effinergie Rénovation. Là aussi, la subtilité de compréhension est dans la date d'application. Pour les bâtiments achevés après le 1er janvier 1948, c'est un label d'État BBC Rénovation défini suivant l'arrêté du 29 septembre 2019 auquel des exigences complémentaires Effinergie ont été ajoutées.
Les bâtiments achevés avant le 1er janvier 1948 une certification sur la base du niveau de performance énergétique BBC défini dans l'arrêté précité. Quelles des exigences complémentaires Effinergie ont été ajoutées? Les exigences techniques et complémentaires sont identiques pour le label BBC Effinergie Rénovation ou certification Effinergie Réno sont présentées au slide suivant. Pour le label BBC Effinergie Rénovation, les exigences de consommation maximale sont issues de l'arrêté du 29 septembre 2009. Pour les constructions résidentielles, la consommation maximale en énergie primaire est fixée à 80 kWh énergie primaire mètre carré par an, modulée selon la zone climatique et l'altitude. Les exigences complémentaires Effinergie ont été intégrées. La production locale d'électricité dans le calcul du CP est limitée dans le calcul. La mesure de perméabilité à l'air de l'enveloppe du bâtiment est obligatoire en réception sans valeur cible et donc doit être inférieure ou égale à la valeur utilisée dans l'étude thermique pour le calcul des consommations. Un affichage des indicateurs des sorties du label est donné. Le label que je vais évoquer maintenant est le label expérimental Effinergie Patrimoine créé fin 2019, donc le tout dernier label. Il s'agit d'un label expérimental pour une durée de 2 ans jusqu'en octobre 2021. Ce label s'adresse aux édifices présentant un caractère patrimonial, qu'ils soient reconnus par l'État, monuments historiques, architecture contemporaine remarquable, etc., les collectivités. Il s'adresse également aux bâtiments ne faisant pas l'objet d'une identification, et présentant un caractère patrimonial. La première commission est chargée de donner l'avis préliminaire pour le caractère patrimonial du bâtiment. Pour les projets éligibles, l'ensemble des documents techniques sont fournis à l'organisme certificateur choisi par le demandeur du label, ce qu'on appelle l'étape socle, en vue de lancer d'une part les expertises sur les volets architecture, patrimoine et énergie, avant passage en commission pour avis valide consolidé et poursuite de l'instruction par l'organisme certificateur. Concernant le niveau énergétique visé, les candidats au label expérimental sont invités à atteindre ou attendre vers le niveau BBC Effinergie Rénovation. Le cas échéant, la commission jugera les choix opérés sur ce niveau. Ce slide présente pour information le logigramme permettant d'appréhender les différentes étapes principales du label. Une fiche à destination des demandeurs du label est disponible sur le site Effinergie. Nous allons aborder dans cette toute dernière partie les orientations méthodologiques et le timing de la future réglementation environnementale appelée RE 2020. Un petit rappel succinct sur la méthode d'élaboration de celle-ci. 15 groupes d'experts suivant les différentes thématiques et des groupes de concertation des professionnels qui ont eu lieu d'octobre 2018 à fin juin 2019. Un groupe modélisateur de bureaux d'études thermiques pour réaliser des simulations entre janvier et juin 2020 dont l'objectif était de modéliser les différents niveaux d'indicateurs par secteur, maisons individuelles, logements collectifs, bureaux et enseignement. Ce que l'on peut dire aujourd'hui concernant les principes de la méthode de calcul. On est sur une méthode de calcul qui est un projet au mois de mai 2020. Nous aurons bien un calcul de la performance énergétique et environnementale décomposé suivant les 2 étapes suivantes. Étape 1, simulation énergétique et calcul des indicateurs énergétiques. Étape 2, calcul de la CV et des indicateurs environnementaux en utilisant certaines données de sortie de la simulation énergétique. Un point important est une harmonisation de la surface de référence pour le calcul énergétique et environnemental avec la surface habitable pour le résidentiel et la surface utile pour le tertiaire. Tel qu'indiqué dans le projet de méthode de calcul THBCE de la RE 2020, les indicateurs calculés pourront être de 2 types. Les indicateurs dits réglementaires, soumis à une exigence seuil, ils sont utilisés pour vérifier la conformité du bâtiment à la réglementation en termes de performance énergétique ou environnementale. Les indicateurs dits pédagogiques, ils ne sont pas soumis à une exigence réglementaire, leur but étant de sensibiliser les applicateurs sur un aspect de la performance énergétique ou environnementale et d'éventuellement permettre d'identifier les postes à améliorer. Par exemple, CEP ramené au nombre occupant. Un point très important,
Les niveaux de performance et indicateurs réglementaires sont non connus à la date du 3 juillet 2020. Le calage de la RE 2020 est prévu dans les prochains mois. Cette slide présente les différents postes de consommation énergétique intégrés dans le projet de méthode de calcul de la RE 2020. Les nouveautés sont identifiées en bleu dans la slide. On sera sur les postes de chauffage des locaux, les besoins liés au chauffement de l'air neuf soufflé, refroidissement des locaux, satisfaction des besoins d'eau chaude sanitaire, consommation d'éclairage artificiel des locaux, y compris les parties communes et les éventuels parkings pour les équipements immobiliers pris en compte, auxiliaires utilisés pour la modélisation des bâtiments et des parkings associés, auxiliaires liés au fonctionnement des générateurs assurant le chauffage, le refroidissement, la production d'eau sanitaire, distribution hydraulique dans les locaux. Et aussi, nouveauté, déplacement des occupants à l'intérieur du bâtiment lorsque ceci nécessite une consommation d'énergie, utilisation d'ascenseurs ou d'escalators. Concernant l'efficacité énergétique du bâti et le coefficient BBio, pas de changement par rapport à la RT 2012. Le coefficient CEP de la RE 2020 sera complété des différents postes de consommation énergétique à prendre en compte. Les nouveautés apparaissent aussi en bleu dans le présent slide. Donc ici, le coefficient CEP exprimé en kWh énergie primaire mètre carré par an d'énergie primaire représente la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, y compris les auxiliaires, pour assurer les besoins d'éclairage artificiel et de ventilation du bâtiment, ainsi que le déplacement des personnes à l'intérieur du bâtiment, si cela nécessite une consommation d'énergie. Elle sera diminuée de la part autoconsommée de la production d'électricité à demeure, mais pas de sa part exportée. Le coefficient CEP tient compte de l'impact des systèmes énergétiques installés dans le bâtiment, qui sont repris ici de A à G que nous avons vu précédemment. Dans le calcul de l'autoconsommation des productions locales d'électricité, il y aura une prise en compte des consommations liées aux usages mobiliers du bâtiment, regroupant tous les appareils absents à la livraison du bâtiment et consommant de l'énergie électrique, équipements bureautiques, électroménagers, appareils domestiques, éclairage, mobilier. De nouveaux indicateurs de performance énergétique apparaîtront aussi également dans le projet de méthode de calcul. La part non renouvelable des consommations énergétiques, notée CEP-NR, exprimée en kWh énergie primaire mètre carré d'énergie primaire non renouvelable, et représente la consommation conventionnelle du bâtiment pour les mêmes usages que le coefficient CEP, en ne conservant que la part non renouvelable de ces consommations, l'export d'énergie n'étant pas pris en compte. Le ratio de chaleur renouvelable ou de récupération, RCR, cet indicateur quantifie la part d'énergie renouvelable ou de récupération qui a été fournie à un bâtiment pour assurer ses besoins en chaleur, pour la satisfaction des besoins de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire. Le reste étant par définition fourni par des sources d'énergie non renouvelables. Sa valeur sera comprise entre 0 et 1. Dernière nouveauté du projet de méthode et moindre est la suppression de l'ancien indicateur de confort d'été TIC et TIC-REF de l'RT 2012, tant décrié par l'ensemble de la profession, et l'introduction d'un nouvel indicateur de confort d'été, indicateur DH. L'indicateur de Greer permettra d'évaluer l'inconfort pour les occupants. Il s'agit de la somme de l'écart entre la température opérative du groupe et la température de confort adaptatif, température calculée heure par heure en fonction des températures des jours précédents. Il consistera à sommer sur chaque pas de temps, en période de confort adaptatif et en occupation, le nombre de degrés qui dépasse une zone de confort définie. Ce nouvel indicateur, traduisant mieux l'inconfort dont la profession devra s'approprier par un accompagnement pédagogique. Cette nouvelle approche du confort d'été est présentée ici. Le but n'est pas de rentrer dans le détail, bien sûr, de cette dernière, étant donné que des calages réglementaires interviendront dans les prochains mois et que ça peut encore évoluer dans la méthode de calcul. Ce qu'il est important de noter, ce sont les 3 niveaux de seuil proposés dans la méthode. Si l'indicateur DH est supérieur au seuil haut, le bâtiment est trop inconfortable, il n'est pas réglementaire. Il faudra dans ce cas reprendre sa conception. Si DH est inférieur au seuil bas de l'indicateur, le bâtiment est considéré comme suffisamment confortable et présente peu de risques d'installation de climatisation a posteriori. En revanche, si l'indicateur DH est compris entre seuil bas et seuil haut, critère de confort à respecter, mais attention, il y a un risque d'installation d'une climatisation a posteriori. Dans ce cas, le calcul des consommations
THC est effectué en introduisant une climatisation fictive représentative de la climatisation installée a posteriori. Concernant le carbone, l'amélioration de la performance environnementale d'un bâtiment s'appuiera aussi sur la réduction de ses impacts environnementaux tout au long du cycle de vie de ces derniers. Le projet de méthode de calcul RE 2020 décline pour une grande part le cadre décrit par la norme NFEN 15978 de mai 2012. La performance environnementale des bâtiments sera donc évaluée sur la base d'une analyse de cycle de vie ACV. Son principe méthodologique est dans la continuité de l'expérimentation énergie-carbone. Les différents contributeurs décrits dans le projet de méthode de calcul sont pris en compte. Les produits de construction et d'équipement, PCE, c'est-à-dire l'ensemble des composants du bâtiment, produits de construction et équipements prévus lors de la construction, y compris ceux des réseaux qui alimentent, ainsi que ceux des espaces de parking qui servent le bâtiment. Les consommations réglementaires d'énergie, c'est-à-dire les usages immobiliers de l'énergie dans le bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, le chaud sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires et les autres usages immobiliers. Les consommations et rejets d'eau couvrent tous les usages de l'eau à l'échelle du bâtiment, le chantier de construction, qui couvre les consommations d'énergie du chantier de construction, les consommations et rejets d'eau du chantier, etc. Et les aménagements et l'usage de la parcelle, nouveauté, prenant en compte les composants servant à la clôture des parcelles et aux aménagements prévus lors de la construction. Elle prend aussi en compte les usages d'eau nécessaires à ces ouvrages. Les différents indicateurs connus dans le projet de méthode de calcul sont les suivants. Les indicateurs sur les émissions de gaz à effet de serre, contribution au réchauffement climatique correspondant au potentiel de réchauffement global, PRG, à l'horizon de 100 ans, exprimant en kilogrammes équivalent CO2 les émissions de gaz à effet de serre relatives au périmètre couvert par chaque indicateur. EGS total correspondant aux émissions totales du bâtiment sur l'ensemble de son cycle de vie. EGS PCE correspond aux émissions de la contribution PCE, produit de construction et équipement sur l'ensemble de son cycle de vie. EGS correspond aux émissions de la contribution consommation d'énergie. Et EGS AUP correspond aux émissions de la contribution aménagement et usage de la parcelle sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Un indicateur de stock de carbone correspondant à la masse totale de carbone biogénique stocké dans le bâtiment est introduit. Le carbone biogénique est le carbone fixé par la plante provenant du processus de photosynthèse, c'est-à-dire que si la même quantité de carbone stockée par le matériau est réémise en fin de vie, le bénéfice est actuellement nul. Concrètement, c'est l'intégration biosourcée dans cet indicateur. Plus d'autres indicateurs suivant un FEN 15978, déchets, eau, épuisement des ressources. Comme dit précédemment, il est important de noter que ce projet de méthode RE 2020 pour les indicateurs énergétiques et carbone peuvent encore évoluer. Pour finir et en conclusion, voici le calendrier prévisionnel de cette future réglementation environnementale. Présentation des résultats des bureaux d'études modélisateurs pour projet de calage réglementaire avant l'été et concertation professionnelle entre juillet et octobre prochain. Un premier projet d'arrêté en consultation vers l'automne 2020, puis ensuite consultation des autres États membres européens. Une publication des textes début d'année 2021 pour une mise en application a priori à l'été juillet 2021. Merci à tous de votre attention. Je vais maintenant passer la parole à Jean-François Rett pour conclure sur la présentation de CIRCAL. Merci Francis pour cette présentation. Je vous propose donc maintenant, pour conclure cette intervention, un slide de conclusion ainsi que nos contacts pour poursuivre les échanges et l'information. Comme nous l'avons vu, et en résumé, les certifications et labels vous proposent des outils de maîtrise de la qualité globale des bâtiments permettant d'aider à la décision et avoir toujours un temps d'avance, permettant aussi de favoriser la maîtrise des charges ainsi que l'empreinte environnementale des projets, de mobiliser les éco-conditionnalités destinées à promouvoir les politiques publiques de développement durable et de favoriser la sensibilisation ainsi que la satisfaction des habitants au travers d'un meilleur cadre de vie. Nous espérons que cette présentation vous permet d'y voir plus clair dans les certifications et labels,
Nous vous remercions pour votre écoute et nous remercions tout particulièrement l'équipe Envirobat Grand Est pour l'organisation de cette webconférence. Nous allons maintenant pouvoir répondre à vos questions et vous pourrez aussi nous contacter pour plus de précisions via nos coordonnées ou via l'accès aux référentiels ou formations accessibles sur notre site. Avant de passer aux questions-réponses, je tiens à vous remercier pour votre attention. Merci au CERCAL pour leur intervention et la qualité de nos échanges. Vous pouvez télécharger la fiche référentiel, certification et label bâtiment et aménagement durable sur notre site internet envirobatgrandest.fr. Bien sûr, il est toujours possible que le document et nos présentations ne soient pas exhaustives et nous vous invitons à nous transmettre toute information utile pour les compléter. Je vous invite aussi à vous rendre sur notre site internet ou notre page Facebook pour en savoir plus, notamment sur nos actions et les événements que nous animons. Si vous souhaitez, comme le CERCAL, faire partie du réseau de notre association Envirobat Grand Est Arcade LQE, vous pouvez nous contacter aux coordonnées ci-dessus ou via notre site internet. À bientôt. Et voici maintenant un quart d'heure dédié aux échanges entre participants. Je vous invite à poser vos questions dans le chat. Nos intervenants vont rester encore une bonne dizaine de minutes présents en ligne pour y répondre via le chat également. Évidemment, nous pourrons aussi nous mettre en relation pour de plus amples échanges plus tard. Si vous souhaitez une attestation de présence, je vous indique un lien dans le chat pour la demander. Par contre, ne tardez pas trop à le faire, ce formulaire sera clôturé à la fin de la vidéoconférence. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, la liker sur les réseaux sociaux.